Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative de Essilor Luxottica. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec cette analyse suite à la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre. On voit que Essilor, ça a pris un petit coup, fin début 2025. Puis là, ça semble rebondir un petit peu au niveau du cours de l'action. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette entreprise? Regardons cela ensemble. Alors, on n'a pas les chiffres sur Coifin du premier trimestre, parce que ce qu'ils font eux, c'est qu'ils prennent les résultats complets, en fait, le compte de résultats, etc., sur le semestre, et après ils divisent par 2 pour le chiffre d'affaires, donc ça c'est pas bon, en fait, c'est incorrect. Bien, le chiffre d'affaires sur le 2021, sur le premier trimestre de 2025, il est à 6,848 milliards d'euros, et ils disent que ça fait 8% de croissance en publié. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, 6 800, donc on est au-dessus, on est bien au-dessus de ce qu'on a ici, même si ça c'est faux. Bon, on a fait quand même 8% de croissance, donc on se rapproche des 7 milliards en trimestriel, c'est bien. On a des acquisitions toujours sur Essilor Luxottica, donc c'est de la croissance organique et en même temps externe. Évidemment, quand on est sur un marché mature et une société aussi mature, pour avoir de la croissance, il faut faire des acquisitions. Le problème étant que ces acquisitions doivent bien se passer et qu'on arrive à dégager des synergies et des économies de coûts en intégrant une nouvelle entreprise. Et ça, c'est pas une chose systématique et aisée. Allez, on regarde maintenant les taux de marge. Le taux de marge brut, il a un niveau d'avantage concurrentiel. On est au-delà de 60%. Ce taux de marge brut, il est au-dessus de la médiane. Donc on arrive, sur les 10 ans écoulés, à quand même monter un petit peu les prix. Rien d'incroyable, mais bon, c'est pas mal. En termes de taux de marge d'EBITDA, là c'est moins bien parce qu'en fait on recolle à la médiane alors qu'en début, il y a 10 ans on était à 25,70, maintenant on n'est plus qu'à 21%. Donc on a perdu de l'efficience opérationnelle sur la période. Le taux de marge net c'est à peu près la même trajectoire. On a suivi le taux de marge d'EBITDA, donc en fait il n'y a pas eu de perte d'efficience financière ou fiscale. Bon, un taux de marge net à 8,90, on est après sur une société industrielle, donc c'est pas non plus déconnant d'avoir un niveau de marge nette qui est légèrement inférieur à 10%. Ce qu'on voit ici, c'est que c'est plutôt bien géré, mais c'est pas exceptionnel non plus sur les marges. Voilà. Et on voit aussi qu'on a un bon positionnement concurrentiel, évidemment, et Essilor Luxottica est leader mondial, ce qui permet quand même de bien maintenir ses prix. Bon, on continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est bien, tout dépend comment c'est obtenu. Alors, regarde d'abord la variation du BFR, quasiment nul sur 10 ans, donc ça c'est bien, à minima on veut que ça soit nul. Ensuite, l'évolution des dépenses en capital, on dépense moins en capital en cumulé depuis 2020. Donc peut-être qu'on se tourne vers un business model qui est moins intensif en capital, ou alors peut-être qu'on arrête les investissements et donc la croissance, que ça va impacter la croissance future. À voir. Moi je pense que c'est plutôt un changement de business model vers un peu moins de dépenses en capital et vers un peu moins de lourdeur, un peu moins d'actifs en fait, pour faire tourner l'entreprise. Donc là vous avez 3 milliards qui devraient aller en plus au free cash flow. Maintenant on doit avoir des other non-cash items, 3 milliards 47. Donc là vous n'avez pas toute l'explication. Donc il faut aller dans un tableau de flux de trésorerie pour savoir pourquoi on a autant d'écart sur la période. Pour valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt les free cash flow. Ça, c'est s'il n'y a pas de dette. S'il y a de la dette, moi, je préfère utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA. On regarde la rentabilité opérationnelle. Elle est plutôt faible. Elle est vraiment très faible, en fait. En médiane, on est sur 5%. On est à peu près à ce niveau-là à fin 2024. C'est pas terrible, en fait. Même si c'est une société industrielle, on a vraiment une rentabilité qui est plutôt médiocre. Et donc, si on compare à la croissance, on est sur une médiane de croissance de taux de croissance à 18% sur 10 ans. C'est hyper élevé, mais ça inclut la croissance externe également. Sur 5 ans, on est à 4,38%. Donc on est ric-rac pour s'autofinancer. On n'est pas assez rentable pour s'autofinancer en fait sur Essilor. Mais en fait, à mon avis, c'est surtout que la croissance va être, comme elle est plutôt faible, on arrive tout de même à s'en sortir avec une rentabilité relativement faible. Bon. Donc ça permet pas de dégager beaucoup de cash, cette rentabilité. On va regarder d'ailleurs ce qui se passe du côté de la dette. Et là, voilà, ça se voit ici. Donc là, on a une énorme acquisition. Si on vérifie, ouais. Donc ça se fait là.
C'est de 2020 à 2021, donc c'est bien ça. Énorme acquisition. Et on n'arrive pas à se désendetter depuis. On est à 11 milliards de dette nette contre un EBITDA de 5 milliards 5. Donc on est endetté à 2 fois les EBITDA, ça reste gérable. On est quand même endetté à 3 fois et demi les free cash flow, ça reste gérable aussi. Mais ce qui est pas engageant en fait, c'est qu'on n'arrive pas à se désendetter en fait sur la période. Ça monte et on voit pas de baisse de cet endettement et c'est un peu dommage. Ça fragilise un peu le bilan quand même. On regarde la rémunération de l'actionnaire maintenant. C'est ici, on a 3 milliards 350 millions de free cash flow, plutôt stable d'ailleurs, c'est assez régulier cette génération de free cash flow. Et on verse un tiers en dividendes, donc ça va, on n'est pas trop gourmand en dividendes, mais on a qu'une rentabilité faible, 1% de rendement, enfin 1,22% de rendement de l'actionnaire total. C'est pas terrible, et surtout on a des augmentations de capital assez régulières. Bon, ça, vu le niveau, ça me fait pas penser à des augmentations de capital, c'est plutôt de l'actionnariat salarié, de la rémunération en actions. Mais bon, on a un peu de free cash flow pour pour racheter les actions et les annuler. On pourrait compenser cette dilution. Et donc ça augmenterait un peu le rendement de l'actionnaire. Là, il est quand même plutôt faible. Et bon, il faudrait aussi utiliser les free cash flow, évidemment, pour se désendetter, si on le peut. Ensuite, la valorisation, on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et là, il n'y a pas de décote, il n'y a toujours pas de décote en fait. La dernière fois que j'ai regardé, il y en avait pas. J'ai l'impression qu'elle est rarement décotée cette entreprise. Et dans l'absolu, 16,3 en médiane, c'est quand même élevé. À l'heure actuelle, on a 19,4 pour une société qui a pas beaucoup de croissance. Ça m'intrigue quand même, ce niveau de valorisation. Conclusion pour Essilor. Moi, je pense qu'il n'y a pas de marge de sécurité à ce niveau. La rentabilité est plutôt faible, plutôt médiocre. On pourrait regarder vite fait en rendement des fonds propres. Parce qu'elle a peut-être aussi des participations, peut-être qu'elle a un résultat financier qui l'aide, mais on est sur 6,24, c'est pas très élevé. Donc bon, moi je pense qu'il vaut mieux se tenir à l'écart de Essilor, attendre qu'il y ait quand même beaucoup plus de décote que ça, parce que le dossier m'a pas l'air si qualitatif que cela. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.